Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Cette semaine, il est prévu que la Chambre entende la déposition du témoin TCW 487. Si cela s'avère impossible, la Chambre entendra un autre témoin, à savoir le témoin TCW 488 ou bien le témoin TCW 321. Le greffier est prié de faire rapport sur la présence des parties à l'audience. Le greffier. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, toutes les parties sont présentes, à l'exception de M. Yengsari. Celui-ci se trouve dans la cellule temporaire. Il a renoncé à son droit d'être présent dans le prétoire. Le témoin TCW 487 est présent. Il est dans la salle d'attente. Et il attend que la Chambre le fasse entrer dans le prétoire. Merci. Le Président. Merci. M. Yengsari a renoncé à son droit d'être présent dans le prétoire. Le document de renonciation pertinent a déjà été remis à la Chambre. M. Yengsari va suivre les débats depuis la cellule temporaire. Le matériel audiovisuel y a été branché afin que M. Yengsari puisse suivre l'audience. Avant de faire entrer le témoin dans le prétoire, la Chambre va rendre une décision. Concernant le document D366/7.1.188. Au cours de l'audience du 23 mai 2012, la Chambre a demandé des éclaircissements au coprocureur concernant le document D366/7.1.188 intitulé « Statut de la Ligue de la jeunesse du PCK ». Les coprocureurs ont l'intention de faire référence à ce document au cours de la déposition du témoin TCW 487. Après un examen préliminaire du dossier, il avait semblé que ce document ne figurait pas dans les listes initiales de documents pertinents déposés par les coprocureurs en avril 2011, document E9/31, et en juillet 2011, document E109/4, respectivement.
Après les éclaircissements apportés par les coprocureurs au cours de l'audience du 23 mai 2012, la Chambre précise à présent que ce document figurait dans les deux listes initiales de documents déposés par les coprocureurs. Ce document figurait dans l'annexe 2, à savoir le document E109/4, et ce document aurait donc dû être pris en considération par la Chambre dans sa décision E185 concernant la recevabilité des documents proposés par les coprocureurs comme étant pertinents. La Chambre a donc examiné le document D366/7.1.188 compte tenu des principes énoncés dans la décision E185 et elle considère donc que ce document a été produit devant elle. Par conséquent, dès que possible, ce document va recevoir une cote E3. Entre-temps, ce document continuera d'être désigné sous la cote D366/7.1.188. Huissier d'audience, veuillez faire entrer le témoin dans le prétoire. Le président. Bonjour, monsieur le témoin. Avant d'entendre votre déposition, la Chambre va vous donner des instructions concernant l'utilisation du microphone et la façon de répondre aux questions. Vous êtes prié d'attendre que votre micro soit allumé pour répondre aux questions. Veuillez attendre que le voyant rouge soit allumé. Autrement, vous ne serez pas entendu ni interprété. Veuillez donc attendre que le voyant rouge s'allume. Deuxièmement, nous voudrions vous poser quelques questions concernant votre parcours personnel. Comment vous appelez-vous? Le témoin. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, je m'appelle Ni Khan, alias Khan. Le Président. Merci. Quel âge avez-vous? Réponse. J'ai 69 ans. Le Président. Merci. Où habitez-vous? Réponse. J'habite dans le district de Sampaolone. Le Président. Merci. Quelle est votre profession? Réponse. Je suis conseiller
au ministère de la Défense nationale. Je m'occupe du travail du parti dans le district de São Paulo. Le président, merci. Comment s'appelle votre père? Réponse. Song Ni. Il est décédé. Question. Comment s'appelle votre mère? Réponse. Sun Sung. C'était son nom. Question. Comment s'appelle votre épouse? Réponse. Lum Kamsat. Question. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. J'ai 3 enfants. Le président. Merci. Monsieur Nikon. Compte tenu du rapport du greffier, vous n'avez aucun lien de parenté avec l'une quelconque des parties, y compris les parties civiles et les 3 accusés. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. Question. Avez-vous prêté serment? Réponse. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, j'ai prêté serment il y a 4 jours. Le Président. Merci. Monsieur Nikon, en tant que témoin comparaissant devant cette Chambre, vous avez le droit de vous abstenir de répondre à toute question susceptible de vous amener à vous incriminer. Si vous risquez de vous exposer à des poursuites, vous pouvez donc vous abstenir de répondre. Vous êtes ici pour répondre aux questions qui vous seront posées concernant les faits dont vous avez été témoin, concernant votre expérience. Vous êtes ici pour dire la vérité à la Chambre. Est-ce que vous comprenez? Réponse. Monsieur le Président, oui, je comprends. Le Président. La Chambre a désigné un avocat pour vous prêter assistance durant votre déposition. Cet avocat est là pour vous aider. Au cas où des questions seraient posées qui seraient susceptibles de vous amener à vous incriminer. La parole va être donnée à l'accusation pour l'interrogatoire du témoin. Je vous en prie. Le coprocureur national. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur le témoin. Et bonjour à toutes les personnes ici présentes, dans le prétoire et à l'extérieur. Monsieur Nikon, bonjour. Je suis coprocureur national et je vais vous poser des questions sur ce que vous avez vu et entendu sous le régime du Kampuchea démocratique. Ma première question concerne votre contexte familial.
Combien de frères et sœurs avez-vous? Réponse. 2 frères. Question. Comment s'appelle-t-il? Réponse. Le premier, Son Sen. Le deuxième, Sun Chum. Question. Pouvez-vous nous dire en résumé le rôle et les fonctions jouées par chacun de vos 2 frères dans le mouvement révolutionnaire et le Kampuchea démocratique? Réponse. Je ne sais pas si je peux vous parler du rôle de mon premier frère, Son Sen. Je ne sais pas bien ce qu'il a fait, mais concernant le rôle de mon deuxième frère, je sais qu'il était ambassadeur en Corée pendant une courte période. Question. De quelle année à quelle année votre frère a-t-il été ambassadeur en Corée? Réponse. Je ne m'en souviens pas avec certitude. Question. Vous dites ne pas vous souvenir du rôle qui était celui de M. Son Sen. Pouvez-vous néanmoins nous parler du rôle qui était le sien sous le Kampuchea démocratique? Et ce brièvement. Réponse. Je crois savoir qu'il était à la tête de l'armée à l'époque. Question. Vous dites qu'il était à la tête de l'armée. Mais dans quelle zone? Et en quelle année? Réponse. C'était à l'époque où nous combattions les impérialistes américains. Question. Dans quelle zone était-il à la tête des forces qui combattaient les Américains? Réponse. Il dirigeait l'armée dans la région de Stung Treng et en aval. Sa mission a pris fin en 1975. Question. Vous souvenez-vous du nom de la division dont il était responsable? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. Sous le régime du Kampuchea démocratique, quel était le rôle de vos 2 frères? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Comme je l'ai dit, je sais uniquement quel était leur rôle en général. Je sais qu'ils étaient à la tête du mouvement armé. Question. Je voudrais vous interroger concernant votre parcours scolaire avant 1975. Jusqu'à quel niveau de l'enseignement êtes-vous arrivé? Réponse. J'ai achevé le lycée en 1965. Question. Dans quelle école? Réponse. Au lycée Sisawat, à Phnom Penh. Question. Avez-vous poursuivi vos études par la suite? Réponse. Non. Je suis devenu enseignant. Question. Dans quelle école avez-vous enseigné?
Réponse. Dans la province de Siem Reap, dans une école primaire. Question. De quelle année à quelle année avez-vous été enseignant? Réponse. J'ai été enseignant durant peu de temps. J'ai dû faire un stage d'une année et ensuite j'ai arrêté d'enseigner. Question. Je voudrais vous interroger sur le nom de votre frère Son Sen. Est-ce qu'il vous a encouragé à rejoindre le mouvement révolutionnaire à la fin de vos études au lycée? Réponse. En tant qu'aîné, il me donnait des conseils. Il le faisait de bonne foi. Il me conseillait de bien agir. Question. Est-ce qu'il vous a encouragé à rejoindre le mouvement révolutionnaire? Réponse. À l'époque, c'était un mouvement qui s'étendait à l'échelle de tout le pays. C'était un mouvement de lutte populaire dont les membres avaient pris le maquis. Nous avons pensé que c'était bien de le faire et c'est ce que nous avons fait. Question. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il vous encourageait à prendre le maquis? Réponse. À l'époque, on nous disait qu'il fallait prendre le maquis pour combattre l'ennemi qui avait envahi notre pays et qu'il fallait défendre la souveraineté du pays et œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie du peuple. Question. On vous disait donc de lutter contre les envahisseurs et les ennemis. De qui s'agissait-il? Réponse. C'était les Américains et les gens de Lon Nol. Et c'est tout. Question. Pouvez-vous dire pourquoi les gens de Lon Nol et les Américains étaient considérés comme des ennemis? Son Sen en a-t-il déjà parlé? Réponse. Mon frère n'a jamais élaboré là-dessus, et c'était une situation générale partout au pays. Tous les professeurs avec qui j'ai travaillé avaient la même opinion. Question. Savez-vous quand Son Sen a pris le maquis? Était-ce avant ou après vous? Réponse. Mes frères et moi avons été séparés. Moi, j'étais dans une zone rurale à Siem Reap, alors que mon frère était à Phnom Penh. Je ne sais pas quand il a pris le maquis. À l'époque, c'était des informations secrètes et il m'était impossible de le savoir. Question. Saviez-vous où il travaillait, dans quel bureau il travaillait alors qu'il était à Phnom Penh? Réponse. Je ne me souviens que de quelques détails. Je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui, mais
C'était un endroit qui était proche du monument de l'indépendance, centre de formation pédagogique proche de cet endroit. Question. Et quand avez-vous rejoint la Révolution? Réponse. Tout de suite, après le coup d'État en 1970. Question. Pouvez-vous être plus précis? Pouvez-vous nous dire en quelle année? Vous nous précisez la période. Réponse. Je ne m'en souviens pas très bien. C'était peu après le coup d'État de 1970. Et je suis resté dans la Révolution jusqu'à la fin de la guerre. Question. Après avoir rejoint la Révolution, vous faisiez partie du front. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. À l'époque, j'étais enseignant et le front avait besoin de force. Pour faire du prosélytisme. Les gens qui pouvaient prendre des notes et qui pouvaient faire rapport là-dessus, et c'est pourquoi on avait besoin de moi à l'époque. Question. Pouvez-vous nous expliquer la teneur de la propagande à l'époque? Réponse. Il fallait faire la promotion des principes auprès des gens locaux là où nous habitions pour qu'ils soient autosuffisants, car nous voulions avoir l'autosuffisance, l'autonomie, l'indépendance. Et nous étions unis pour pouvoir aller dans n'importe quel champ de bataille. Question. Vous venez de dire que vous faisiez partie du front. Quel front? Réponse. Je ne sais pas très bien. Ce que j'avais compris à l'époque, c'est que nous étions unis partout au Cambodge. Tant les hauts responsables que les personnes de rang inférieur, tous devaient être unis pour mener la guerre. Question. Pouvez-vous nous apporter des précisions, nous expliquer la structure du front? Réponse. Ça dépasse mes connaissances. Le procureur. Je vous remercie, je vais passer à une autre question. Avez-vous fait partie des jeunesses révolutionnaires? Avez-vous adhéré à la Ligue de la jeunesse? Réponse. Non. À l'époque, je fais partie des masses progressistes. Nous étions une équipe d'endoctrinement, de propagande. Question. Que voulez-vous dire par les masses progressistes? Réponse. Comme je vous l'ai dit plus tôt, nous devions être très actifs dans notre travail d'endoctrinement et accomplir les tâches qu'on nous avait confiées. Question. Quelle était la différence entre les masses progressistes et les ligues de la jeunesse? Réponse. Les masses progressistes, cela fait référence aux masses de rang inférieur. C'était des citoyens ordinaires. Où ils étaient
une coche au-dessus du citoyen ordinaire. Et qu'en est-il de la Ligue jeunesse? Réponse. D'après ce que j'ai compris, la Ligue, elle, fait référence à une autorité qui est de loin supérieure aux citoyens ordinaires. Question. À quel niveau? À quel échelon? Réponse. Je ne sais pas. Ce n'est pas clair pour moi. Question. Vous n'avez donc pas fait partie des Ligues de la jeunesse révolutionnaire, est-ce exact? Réponse. Non. Question. Êtes-vous devenu membre du Parti communiste du Cambodge? Réponse. D'après mes souvenirs, on m'a déclaré membre du PCK vers la fin de l'année 1974, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Question. Pourquoi avez-vous décidé d'adhérer au Parti communiste du Cambodge? Réponse. Ce n'était pas de ma propre volonté, ce n'était pas à moi de décider. C'est l'encart de cet endroit qui décidait. Si l'encart considérait que j'avais les compétences nécessaires pour être membre, je pouvais y être accepté. Question. Quels étaient les critères de sélection pour être membre du Parti communiste du Cambodge au niveau local? Réponse. Je ne me souviens pas très bien. Un des critères était l'honnêteté et aussi le dévouement dans son travail. Et aussi bon comportement moral. Question. Vous dites que vous n'avez pas rejoint le parti de votre propre volonté, mais plutôt que c'est un échelon supérieur qui vous y a fait entrer. Vous souvenez-vous du nom des personnes qui vous ont fait entrer dans le parti? Réponse. Il y avait une filiale du parti dans chacune des localités. Mais je ne savais pas exactement comment était composée cette cellule du parti et je ne connais pas les noms de ces personnes. Mais ces personnes discutaient entre elles pour juger les compétences des nouveaux membres potentiels. Question. Qui a proposé votre candidature la première fois pour le parti? Et où est cette personne aujourd'hui? Réponse. C'était quelqu'un du comité de propagande. Il s'appelait Seng. Il est maintenant décédé. Lui était enseignant dans la province de Siem Reap. Question. Et comment s'appelait la cellule? Et où était-elle? Réponse.
Cette cellule était rattachée au district et l'unité de propagande. L'unité de propagande à laquelle j'appartenais j'étais à Siem Reap et la cellule était proche de cette unité, mais c'était une unité mobile à l'époque. Question. Avant de vous faire entrer dans le mouvement révolutionnaire, avez-vous dû suivre une formation politique ou un endoctrinement? Réponse. Oui, j'ai reçu un endoctrinement politique et une formation. Question. Quel était l'objectif de cette formation, de cet endoctrinement? Réponse. Comme je l'ai dit plus tôt, on ne pouvait pas simplement remettre un document aux membres du parti, il fallait les former. Et il s'agissait d'être formés à l'autosuffisance et faire du prosélytisme pour encourager les gens à joindre les forces. Il y avait aussi des objectifs secondaires, mais les objectifs principaux sont ceux que je vous ai décrits. Question. Et où avaient lieu ces formations? À quelle fréquence y avait-il des réunions de formation? Et qui menait ces formations? Réponse. Je ne me souviens pas combien, mais comme je vous ai dit, la personne qui s'en occupait, c'était Seng, qui était un enseignant. Question. À quelle fréquence avait lieu cette formation? Réponse. Vous savez, en temps de guerre, tout était mobile pour assurer notre sécurité. Question. Quel était le rôle de Seng dans le mouvement révolutionnaire ou au sein du Parti communiste du Cambodge? Réponse. Je ne sais pas exactement, mais il était secrétaire de la branche, de la cellule à cet endroit. Question. Savez-vous pourquoi Seng vous a envoyé à recevoir une formation politique? Réponse. Je ne sais pas exactement. Cela pouvait être peut-être une nomination provenant des échelons supérieurs, mais je ne sais pas de quel niveau elle provenait. Question. Étiez-vous nombreux à suivre cette formation? Réponse. C'était une formation ciblée et ce n'était pas ouvert au public pour des questions de sécurité. 3 ou 4 personnes 3, 4, 5 personnes participaient à la formation. Question. Vous dites que c'était ciblé et que 4 ou 5 personnes suivaient la formation pour des questions de sécurité. Pouvez-vous nous décrire la situation en matière de sécurité à l'époque?
Par sécurité, j'entends la chose suivante. Nous étions en temps de guerre. Il y avait d'autres problèmes qui étaient reliés. Nous ne savions pas exactement qui était qui. C'était un mouvement national et tout le monde devait faire preuve de vigilance. Question. Quand vous avez suivi cette formation, la personne qui donnait la formation a-t-elle remis des documents, certaines publications du parti? Avez-vous reçu des documents pendant cette formation? Réponse. Non. À l'époque, nous ne recevions pas de documents, mais nous prenions des notes. Il n'y avait pas de publication. Eux parlaient et nous devions prendre des notes. Nous devions noter les points que nous jugions importants. Question. Avez-vous entendu parler de l'étendard révolutionnaire? Réponse. L'étendard révolutionnaire était une publication. C'était au moment où les soldats vietnamiens sont arrivés. Il n'y avait pas d'étendard révolutionnaire. Question. Vous dites que vous avez vu l'étendard révolutionnaire peu avant l'arrivée des soldats vietnamiens. Pouvez-vous nous dire comment vous avez entendu parler de l'étendard révolutionnaire? Réponse. Ceux qui nous donnaient une formation citaient des passages de l'étendard révolutionnaire. Ils retiraient des extraits de cet étendard révolutionnaire pour nous les montrer. Des passages qui étaient compatibles avec nos responsabilités et nos rôles. Question. Vous dites que Singh a utilisé des portions d'étendard révolutionnaire lors des séances de formation. Est-ce exact? Réponse. Non. Singh ne nous a pas montré l'étendard révolutionnaire, mais lui a pris des notes de l'étendard révolutionnaire et nous a prodigué un endoctrinement sur cette base. Question. Avez-vous pris des notes? Réponse. Ils nous ont dit de prendre note des points importants, mais nous n'avons pas reçu de documents imprimés. Question. Quelles ont été vos fonctions précises entre le moment où vous avez rejoint les révolutionnaires et le 17 avril 1975? Question. Réponse. Les fonctions étaient les mêmes. Je m'occupais d'activités de propagande parce que je savais lire et écrire. J'ai conservé ce rôle jusqu'en 1975. Par la suite, j'ai été transféré de la base au ministère des Affaires étrangères. On
m'a donné un poste au sein du bureau du protocole. Je ne savais pas vraiment ce que cela voulait dire. Puis, je devais accompagner des visiteurs. Nous allions de Phnom Penh et je les accompagnais en visite à Siem Reap. Nous avons visité certains endroits pendant une semaine. C'était long. C'était une semaine ou même plus, car à l'époque, les routes n'étaient pas en bon état. Question. Pourquoi vous a-t-on transféré alors que vous étiez au comité de propagande dans la base? Et pourquoi vous a-t-on muté au ministère des Affaires étrangères? Réponse. Non, vous vous trompez. C'était le ministère des Affaires étrangères, pas le ministère de la Défense nationale. Je pense que c'est parce que je savais lire et écrire et je pouvais contribuer au ministère. Je ne sais pas exactement quelles étaient les raisons précises. C'était une décision de l'échelon supérieur et à l'époque, le secret prévalait. Ce que décidait l'échelon supérieur, on osait contester. Question. Avez-vous déjà travaillé dans la province de Siem Reap? Réponse oui, il y avait un mouvement clandestin à Siem Reap, une activité secrète. Et par la suite, nous avons endoctriné les masses. Question, vous dites endoctriner les masses. Combien de temps êtes-vous resté là-bas? L'interprète signale qu'il n'y a pas d'anglais. Je me suis dit queនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនឹងតើលោកបានឃោសនានឹងគេច្រើននៅស្រុកណានៅតាមតំបន់ណានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបវាមានស្រុកហើយនៅតំបន់ធានដោយសារតែអ្នកបកប្រែខាងភាសាបារាំងអត់ឮបាទដូច្នេះសូមជួយជម្រាបថាគណៈបកប្រែសូមអរគុណបាទរដ្ឋបាលតុលាការ Monsieur le Président, il n'y a pas d'interprétation en français. Le Président. Veuillez vérifier auprès du service d'interprétation ce qui se passe. Le Président. Oui, la parole est au procureur. Le procureur national. Monsieur le témoin, pouvez-vous répondre à la question que je viens de vous poser? Avez-vous fait du prosélytisme auprès des masses dans la province de Siem Reap? Dans quel district avez-vous travaillé? Et combien de temps avez-vous passé là-bas? Réponse. C'était surtout au district de Chekrang dans la commune de Kampong Kedai. Question. Et combien de temps avez-vous passé là-bas? Réponse. J'ai
fait cela pendant à peu près 1 an. Question. Pourquoi avez-vous travaillé dans ce district de Chikrai pour y faire du prosélytisme? Réponse. Ce n'était pas ma décision. J'étais enseignant à cet endroit et c'est pourquoi je devais y accomplir les fonctions que je vous ai décrites. Le président. J'aimerais rappeler au procureur qu'il doit poser des questions en précisant la période qui l'intéresse. Lorsque l'on ne précise pas la période dans les questions, il est possible que le témoin ne réponde pas à la question avec précision. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Quand vous travailliez au sein du comité de propagande, qui était votre supérieur immédiat? Réponse. Singh était secrétaire du comité de propagande, il était mon supérieur immédiat. Question. Qui était le chef de votre zone? Réponse. Je ne sais pas. Question. Quand le mouvement révolutionnaire a-t-il libéré les zones urbaines de la province de Siem Reap? Réponse. Cela remonte à il y a plus de 30 ans. Je n'étais pas chef, je ne m'en souviens pas bien. Je m'occupais juste de propagande. Question. Vous vous occupiez de propagande. Dans ce contexte, est-ce que vous essayez de faire comprendre aux gens le travail du parti ou bien davantage? Est-ce que vous avez essayé de convaincre les gens de se rallier à la révolution également? Réponse. On ne mentionnait pas le nom du parti. On parlait simplement de l'Ankar. Au cours des sessions, on employait donc le nom de l'Ankar et non pas le nom du parti. L'Ankar peut renvoyer à beaucoup de choses, y compris à la révolution. Question. Est-ce que l'Ankar faisait des promesses? Est-ce que l'Ankar promettait de faire quelque chose pour les gens si ceux-ci rejoignaient la révolution? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. C'est une question répétitive, je pense. J'ai déjà répondu. J'ai déjà dit que les sessions de propagande visaient essentiellement à lutter contre les impérialistes, à améliorer les conditions de vie et à créer des liens entre la population et le champ de bataille. Question.
Je vais vous poser des questions sur le secteur 15 qui est ensuite devenu le secteur 32 dans la zone ouest. Après qu'on vous a envoyé au ministère des Affaires étrangères, vers où avez-vous été transféré? Réponse. Après le ministère des Affaires étrangères, personne n'a été transféré nulle part. Tout le monde a dû prendre la fuite. Tout le monde devait prendre la fuite selon ses moyens. Nous avons pris la fuite en direction de l'ouest, vers la frontière thaïlandaise. Question. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur les fonctions qui étaient les vôtres à Siem Reap? Après avoir travaillé à Siem Reap, où avez-vous été envoyé avant d'être envoyé au ministère des Affaires étrangères? Réponse. Après Siem Reap, je me suis retrouvé dans le secteur 15. J'y étais chargé de la formation en prenant la nécessité d'attaquer les impérialistes américains. Question. Pouvez-vous nous parler du secteur 15? Qu'est-ce que c'était? Réponse. C'était l'encart qui donnait le nom de code au secteur. En l'occurrence, c'était 15. Je ne sais pas si ce chiffre a une signification quelconque. Question. Pouvez-vous nous parler de vos activités dans le secteur 15? Réponse. D'après mes souvenirs, le secteur 15, c'était un champ de bataille au nord-ouest de Phnom Penh, près d'Udong. Il s'agissait de combattre. Et moi, j'étais un des membres chargés des activités de propagande. Question. Quand êtes-vous arrivé dans la zone spéciale? Réponse. Je n'en suis pas certain, mais cela devait être vers la fin 74. Question. Où étiez-vous à l'époque? Réponse. Je me déplaçais, mais j'étais quelque part à proximité d'Udong. Question. Pourquoi deviez-vous vous déplacer? Réponse. En gros, c'était à cause de la guerre. Lorsque la population a été évacuée, j'ai dû être auprès d'elle. Comme vous le savez, les gens ont dû être déplacés à plusieurs reprises. Question. Avez-vous jamais collaboré étroitement avec l'un quelconque des dirigeants du Kampuchea démocratique? Réponse. Comme je l'ai dit, le secret dominait. La discipline était stricte.
et j'attendais que d'autres me confiaient certaines tâches. Je devais obéir aux ordres et je n'avais pas l'occasion d'être proche de ces gens. Question. Durant le Kampuchea démocratique, à quel niveau vous situez-vous par rapport aux dirigeants du régime sur une échelle de 1 à 10? À quel rang est-ce que vous vous situeriez? Réponse. Je ne peux pas faire cela. J'étais au niveau du front. Le front était quelque chose de très large. Il s'agissait de forces communes. Je ne peux donc pas situer mon échelon sur une quelconque échelle. Question. Avant la libération de Phnom Penh, des problèmes se sont posés dans différents secteurs. Qu'avez-vous constaté dans le secteur 15 avant que celui-ci ne change d'appellation? Dans quelles conditions les gens vivaient-ils? Réponse. J'ai pu observer que les gens avaient souffert à cause de la guerre. À la fin de la guerre, nous avons dû nourrir les gens qui avaient été évacués, qui avaient quitté les villes. C'était un fardeau qui était bien réparti. Nous devions veiller à ce que chacun ait quelque chose à manger. Telle était notre tâche. Question. Je voudrais vous interroger au sujet du secteur 15 et à la situation de mars 75. Vous dites être allé sur place avant mars 74. À quel moment est-ce qu'Udong a été libéré du régime de Lon Nol? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. Étiez-vous sur place au moment de la libération de cet endroit? Réponse. Je me déplaçais dans cette région, à Udong et dans un autre district, celui de Ponyelin. Question. Après la libération d'Udong, qu'a fait l'armée révolutionnaire, d'après vos souvenirs? Réponse. Je me souviens bien que l'armée s'est mise à creuser des canaux, à faire de l'agriculture aux côtés de la population. Question. Qui a décidé que l'armée devait aider la population pour les tâches agricoles et autres? Réponse. Seul l'échelon supérieur pouvait prendre une telle décision et personne d'autre. Le but était d'appliquer les principes d'indépendance, souveraineté et l'idée de compter sur ses propres forces. Question.
Est-ce que la population d'Udong a été évacuée? Réponse non. Question. Toujours concernant le mois de mars 1974. Au cas où les gens auraient dû être évacués, vers où seraient-ils allés? Réponse. D'après mes souvenirs, les gens ont été évacués vers des villages. Les gens pouvaient se rendre à tel ou tel endroit, selon leur propre choix, par exemple, pour rejoindre leurs proches. Question. Quelles explications a-t-on données aux gens pour justifier l'évacuation? Réponse. Cela me dépasse. Je n'en sais trop rien. Mais je crois comprendre que l'évacuation s'était faite pour des raisons de sécurité. On avait peur des bombardements aériens. Question. Qu'en était-il des rations alimentaires? Les gens avaient-ils assez à manger ou bien est-ce que la nourriture manquait? Réponse. Les gens étaient inquiets du fait du manque de nourriture. Cela dit, j'ai pu constater que les gens se partageaient la nourriture. Même s'ils n'avaient pas assez pour nourrir les évacués qui affluaient. Question. Est-ce que la répartition de la nourriture se faisait à titre volontaire ou par la force? Réponse. C'était la norme qu'Ankar donnait les ordres pour ce faire. Question. Les gens craignaient les bombardements américains, ce qui expliquait les déplacements de population. Jusqu'à quel moment est-ce que les gens ont eu peur de ces bombardements? Réponse. La peur a disparu à la fin de la guerre. Les gens avaient creusé des tranchées pour s'abriter. Avec la fin de la guerre, la peur a aussi disparu. Question. La population était-elle répartie en différentes classes ou catégories? Par exemple, la catégorie des ennemis potentiels ou autres, et ce en 1974. Réponse. Je m'occupais de propagande. Et à ce titre, je ne me souviens pas avoir reçu des informations de ce type. On me donnait juste les informations dont j'avais besoin en tant que formateur.
Je devais veiller à l'unité au sein de la population. Je devais veiller à la solidarité. Je devais encourager les gens à être solidaires et à tout partager. Question. Vous êtes allé dans le secteur 15 entre mars 74 et avril 75? Réponse. J'y suis allé plus tard. J'étais dans le secteur 15 après sa création. C'était considéré comme un point chaud, comme une zone de combat. Les forces armées devaient être bien administrées. C'est après la création de ce secteur que j'y suis allé. Je ne me souviens pas de la date exacte. Question. Vous ne vous souvenez pas avoir été sur place entre mars 1974 et avril 1975, n'est-ce pas? Réponse. J'y étais fin 1974, alors que les combats se poursuivaient. Après les combats, le secteur a pu être administré de façon plus efficace et j'y suis allé pour m'occuper de formation. Question. Qu'est-il advenu du secteur 15? Est-ce qu'il a été fusionné à d'autres, par exemple à la zone spéciale? Réponse. À la fin de la guerre, le secteur 15 a été intégré au secteur 32. Auparavant, il était dans la zone spéciale, mais ensuite, il a été intégré au secteur 32, qui relevait de la zone ouest. Question. À quel moment le secteur 15 a-t-il été intégré au secteur 32? Réponse. D'après mes souvenirs, c'était en fin 1975. Ça a eu lieu après la fin de la guerre. Question. Savez-vous pour quelle raison ce secteur a été intégré à un nouveau secteur? Réponse. Je ne sais pas bien. Je crois que c'est une question d'administration du secteur. Avant la guerre, les secteurs étaient divisés en sous-secteurs qui pouvaient mieux être contrôlés. Question. Savez-vous à quel moment la première coopérative a été mise en place? Réponse. À l'époque, dans le secteur 15, il n'y avait pas de coopérative. Il y avait des groupes de production. Durant la guerre, il n'y avait pas de coopérative. Question. En quoi les coopératives se distinguaient-elles des groupes de production?
Réponse. Je peux vous dire la façon dont je vois les choses. À vous de voir si c'est exact ou non. Pour moi, un groupe de production, c'est un groupe de niveau peu élevé. C'était par exemple la mise en commun de la production agricole. Pour ce qui est des coopératives, c'était à un niveau plus élevé. Quand les Vietnamiens sont arrivés, les coopératives n'étaient pas encore tout à fait efficaces car nous avions manqué de temps. La guerre a pris fin, les coopératives ont été installées, mais très vite il y a eu une autre guerre. Pour la différence entre les coopératives et les groupes de production, j'ai déjà dit comment cela fonctionnait. Les groupes de production, cela concernait le partage des produits agricoles. Question. Qui a donné l'ordre de créer des coopératives? Réponse. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'était l'échelon supérieur qui prenait ce type de décision. Nous employions le terme « encare-le » ou « l'encare d'en haut ». Question. Dans quel but a-t-on créé des coopératives? Réponse. Je ne sais pas très bien. Je crois que c'était pour mettre en œuvre la politique du parti et pour veiller à l'autosuffisance de la population et pour pouvoir compter sur ses propres forces sans dépendre des étrangers. C'était peut-être là l'objectif de la création des coopératives. Question. Après 1975, avez-vous vu des pagodes être utilisées comme lavoir? L'interprète se reprend. Est-ce que vous avez vu ces temples utilisés comme des lieux de culte? Réponse. Pendant la guerre, les pagodes ont été endommagées par les bombardements parce que les soldats devaient s'y réfugier. Les moines sont devenus des soldats. Tous ont adhéré au mouvement populaire et il n'y avait plus de pagode en tant que lieu de culte. Question. Est-ce que la pratique de la religion était interdite? Est-ce qu'on a interdit aux gens d'aller au temple? Réponse. Je n'ai jamais rien vu de tel. Mais comme les moines avaient rejoint l'armée et la révolution, dans la pratique, il n'y avait plus de pagode. Question. Est-ce que les moines ont adhéré volontairement à la révolution? Réponse. Comme je l'ai dit, c'était un mouvement populaire de masse. Il y avait une chanson qui parlait des bons fils du pays. On disait qu'il fallait adhérer à la révolution.
et les gens considéraient qu'il était prestigieux de porter des sandales. Avez-vous vu des mineurs enrôlés dans l'armée? Réponse. J'ai déjà dit que cela faisait partie du mouvement de masse populaire. Tout le monde, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, tout le monde devait s'associer à ce grand mouvement de masse populaire. Question. Qui était chargé de la zone ouest? Réponse. C'était Tassi qui était responsable. Question. Quel était le rôle de Tassi à cet endroit? Réponse. Il était secrétaire de zone. Question. Qui était membre du comité de cette zone? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, le secret absolu prévalait. Tassi était secrétaire de zone et j'ai constaté que Tapal avait aussi des fonctions particulières, mais je ne sais pas qui était le supérieur de l'autre. Question. Par la suite, qu'ont fait Tapal et Tassi? Réponse. Tapal a dû prendre la fuite et il est mort. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé à Tassi, le procureur. Peut-être le moment est-il venu de suspendre les débats? Le président. Je vous remercie. Nous allons interrompre l'audience pour 20 minutes. Huissier d'audience, veuillez porter votre soutien aux témoins pendant la pause. Veuillez vous lever.